La première photo est arrivée sur mon téléphone à 10h07. Un cliché de groupe, sourire baigné de soleil, robes en lin blanc, costume pastel, coupe de champagne levée. La légende disait répétition terminée, demain le grand jour. Je l'ai regardé plus longtemps que je n'aurais dû, pas parce que je me souciais de qui allait se marier, mais à cause du décor, la terrasse voûtée en pierre, les murs couverts de lierre, les guirlandes lumineuses enroulées autour des rambardes en fer forgé, il m'était douloureusement familier. Je connaissais ce lieu, je l'avais choisi, ou plutôt, je l'avais payé. Mes doigts sont restés suspendus au-dessus de l'image. Je ne l'ai pas liké, je n'ai pas zoomé, je n'ai même pas répondu. J'ai juste fermé le message et posé mon téléphone face contre le plan de travail de la cuisine, à côté d'un demi-citron tranché et d'un verre d'eau tiédi. Pendant un instant, tout autour de moi s'est tu, comme si même l'appartement retenait son souffle. Le mariage, c'était demain. Son mariage. Marc. Je n'étais pas invitée. Ce n'était pas une surprise. Mais ce qui m'a frappée, ce n'est pas l'exclusion, c'est le lieu. Réaliser qu'ils avaient gardé la salle que j'avais trouvée, celle dont j'avais signé la réservation, versé la compte et planifié chaque détail alors que nous étions encore nous. À l'époque, c'était un rêve que nous partagions. Une terrasse ornée de guirlandes, une piste de danse à ciel ouvert sous les étoiles, un trio de jazz jouant quelque chose de vintage et d'optimiste. Il disait que ça avait un air intemporel. J'étais d'accord, je l'étais toujours. J'ai versé la compte une semaine plus tard. Mais maintenant, ce n'était plus notre lieu, c'était le leur. Et pourtant, pas tout à fait, parce que ce que Marc avait oublié, ce que sa nouvelle épouse et sa mère, toujours condescendantes, n'avaient manifestement pas pris en compte, c'est que mon nom figurait encore sur la réservation. Le domaine exigeait un seul interlocuteur, un référent financier. Et c'était moi, un détail enfoui dans les petites lignes, un détail jamais modifié, un détail qui comptait. Je suis restée debout dans ma cuisine, le ronronnement du frigo comme seule compagnie, et j'ai laissé le poids de cette vérité s'installer, sans amertume, sans colère, mais avec une précision froide. Celle qui surgit quand on vous a écarté, jeté, sous-estimé une fois de trop. Ils pensaient que je disparaîtrais en silence, que je les laisserais danser sur les ruines d'une vie que j'avais contribué à bâtir sans jamais me retourner. Mais ils ont laissé la porte ouverte, et je ne quitte jamais ce qui m'appartient sans la refermer moi-même. Demain était censé être leur journée parfaite. Ils ignoraient juste que c'était encore mon domaine, et que la perfection a un prix. Était rangé dans le troisième tiroir de mon classeur, entre des garanties et un passeport expiré, plié 2 fois, net et propre. Le reçu original, daté d'il y a 18 mois. Nom du domaine en haut, suivi d'un détail ligne par ligne. Acompte total, 6 900 €, payé en totalité, par mois. Je me souviens parfaitement du jour où j'ai réservé. Marc était rentré tard, encore une fois, avec ce sourire de gamin qu'il arborait quand il voulait que tout ait l'air simple. Il avait enlevé ses chaussures, desserré sa cravate et m'avait embrassé sur le haut du crâne pendant que je feuilletais 3 brochures différentes assises à la table de la cuisine. Celui-là, avait-il dit, en pointant l'image brillante de cette terrasse en pierre. On dirait la Toscane. Ta mère va adorer. Ma mère. Il faisait toujours ça. Prendre mes efforts, mon argent, les enrober d'un ruban de rêve commun. C'était moi qui appelais les prestataires, prenais les rendez-vous, posais des questions sur l'acoustique, l'éclairage, la logistique. Il arrivait en retard à la moitié des réunions, charmant mais distant, comme si le mariage allait juste se produire pour lui, naturellement. Mais je croyais en ce projet. Je croyais en nous à l'époque. Alors j'ai signé les papiers et utilisé mes économies. Temporaire, je m'étais dit. Il versera sa part quand sa prime tombera. Cette prime n'est jamais arrivée, sa part non plus. À la place, il a pris le domaine, le rêve que j'avais financé, et y a bâti le mariage d'une autre. Assise à mon bureau, le reçu entre les doigts, j'ai senti le basculement en moi. Ce n'était pas de la colère, même pas de la trahison. Juste ce déclic froid de la lucidité. Il n'avait pas oublié,
Ils avaient supposé que je ne m'en souviendrais pas, ou pire, que je ne m'en soucierais pas. Sa mère, surtout. Je repensais à la dernière fois que je l'avais vue, un dîner à la fin de l'automne, trop de bougies sur la table, trop de vin dans son verre. Elle s'était penchée au-dessus de sa crème brûlée, avait croisé mon regard et murmuré avec un petit sourire. « Tu es une fille charmante, Jasmine, mais tu sais, certaines femmes ne sont pas faites pour être épouses. Tu comprends, n'est-ce pas? » Marc n'avait rien dit. Il avait juste pris une autre bouchée de dessert et changé de sujet. Je m'étais éclipsée tôt et j'avais pleuré dans la voiture, pas parce que ces mots m'avaient surprise, mais parce qu'ils ne l'avaient pas fait. Ils ne m'ont jamais vue comme un choix durable, juste comme un échafaudage pratique, le temps que la vraie structure soit prête. À présent, ils décornent cette structure. Même terrasse, même guirlande, tout pareil. Sauf que le nom sur le contrat n'a pas changé. Et les noms, quand ils sont liés à l'argent, ça compte. J'ai glissé le reçu dans une chemise cartonnée, soigneusement étiquetée à l'encre noire. Domaine à compte. Il voulait mon silence. Mais le silence a un prix, et le mien avait expiré. Elle portait des perles. Bien sûr qu'elle en portait. Un ras de cou à 3 rangs, haut sur le cou, impeccable sur son chemisier couleur champagne. Son rouge à lèvres s'accordait au vin, son ton au couteau, ça devait être un déjeuner décontracté, du genre qui commence par des politesses et finit par une étreinte creuse. Mais dès le deuxième plat, l'atmosphère s'était alourdie. Le serveur venait à peine de débarrasser les assiettes de salade qu'elle s'était penchée en avant, inclinant la tête comme elle le faisait toujours avant de servir un commentaire acide dans un écrin de velours. « Jasmine, ma chère, » commença-t-elle en posant doucement la main sur son verre de vin, « t'es-tu déjà demandé quel genre d'héritage tu voulais laisser? » Ce n'était pas vraiment une question, pas le genre qui attend une réponse. Elle poursuivit avant que je puisse parler. Le mariage, ce n'est pas une histoire d'amour, pas uniquement. C'est une question d'alignement, de valeur, d'union familiale. Ses yeux se plissèrent légèrement. Et parfois, même si on tient beaucoup à quelqu'un, on se rend compte que les pièces ne s'imbriquent pas. Je gardais le visage impassible, neutre. Ce regard que j'avais perfectionné devant les miroirs et en réunion, celui qui dit « Je t'écoute, mais je ne plie pas. » « J'ai toujours admiré ton ambition, » ajouta-t-elle, ses lèvres s'étirant dans quelque chose qui n'était pas tout à fait un sourire. « Tu es très compétente. Mais Marc a besoin de quelqu'un qui sache construire un foyer, quelqu'un qui lui laisse la place pour mener. » Je n'ai rien dit, je n'avais pas besoin. C'était ça, le but. Elle n'ouvrait pas une discussion. Elle annonçait une sentence déguisée en remarque. Ce n'était pas la première fois qu'elle piquait les contours de mon identité, petites attaques voilées sur ma carrière, mes horaires à rallonge, mes voyages en solo. Un jour, en sirotant un espresso dans mon appartement, elle m'avait glissé. Une vraie épouse n'a pas besoin d'un agenda pour se souvenir des anniversaires. Mais ce jour-là, elle avait laissé tomber le masque. Ce jour-là, elle m'avait dit que je n'étais pas faite pour être épouse. Sa voix n'avait jamais monté. Son visage n'avait jamais changé. Mais le message avait percuté. Et Marc, il n'avait rien dit. Il remuait son café, consultait son téléphone, changeait de sujet. Plus tard, dans la voiture, je lui avais demandé s'il était d'accord. Il avait ri, léger, presque moqueur. « Elle s'inquiète trop, tu sais. Ne le prends pas mal, elle est à l'ancienne. » J'avais laissé tomber, pas parce que je consentais, mais parce que je voyais enfin clair, la hiérarchie, le déséquilibre. Il ne se battrait jamais pour moi. Il flotterait toujours, se laissant porter par le courant des attentes de sa mère, ou que ce soit le plus simple. Et maintenant, ce courant l'avait emporté jusqu'à l'autel, avec une autre, quelqu'un de plus convenable, quelqu'un d'approuvé. Mais aucun d'eux n'avait retenu le détail le plus important, le domaine de rêve, cette petite terrasse parfaite dont elle se vantait auprès de son cercle de bridge, celle qui lui donnait l'illusion d'avoir orchestré quelque chose de chic et grandiose, était toujours à mon nom. Et convenable ou pas, c'était encore moi qui détenais les clés. Nous n'avons pas terminé dans le chaos. Pas de porte claquée, pas de cris sous la pluie.
Juste un mardi soir, des voix fatiguées et trop d'espace entre nous sur le canapé. Je me souviens de la lumière de la lampe sur pied projetant de longues ombres sur le mur. La playlist de jazz qu'on oubliait toujours d'éteindre passait en fond, un vieux morceau de saxophone qui rendait le silence encore plus pesant. Marc était assis au bord du coussin, les coudes sur les genoux, la tête entre les mains. Moi, je restais droite, le dos bien calé, les doigts entrelacés sur mes genoux. On en était arrivé au point où tout avait déjà été dit. Les explications répétées, les supplications discrètes pour faire un effort, les reproches dissimulés passés comme une braise trop brûlante qu'aucun de nous ne voulait garder. On n'y arrive plus, ai-je dit, la voix calme. On le sait tous les deux. Il a hoché la tête, lentement, à contre-cœur. Peut-être qu'il nous faut juste un peu d'espace. Je l'ai regardé alors, vraiment regardé. L'homme en qui j'avais cru, celui qui m'apportait un café pendant mes bouclages, qui embrassait mon épaule avant que je ne me réveille. Mais aussi celui qui se refermait, qui souriait dans les conflits, qui laissait sa mère m'atteindre sans dire un mot. Je pense qu'on a eu tout l'espace qu'il fallait, ai-je répondu. Il n'a pas contesté. À la place, on a commencé à régler les aspects pratiques. Qui garderait l'appartement jusqu'à la fin du bail, comment partager les charges, le dernier mois de loyer, le compte commun qu'on avait ouvert pour les factures partagées, même s'il y avait pioché plus souvent que moi. On reste juste, hein? Pas de coup de bas. Promis. On s'est serré la main, comme des associés qui dissolvent une entreprise, comme deux personnes trop fatiguées pour faire semblant encore. Il est parti le lendemain matin. Il a emporté ses vêtements, ses baskets, la cafetière à piston que je n'ai jamais aimée. Il a laissé une brosse à dents, un flacon de parfum à moitié vide et un mot sur le plan de travail. Merci pour tout, je suis désolée. J'ai plié le mot en deux et l'ai rangé dans le tiroir avec les vieux reçus. Pas par nostalgie, par automatisme. Dans les jours qui ont suivi, j'ai nettoyé. J'ai essuyé les plans de travail, passé l'aspirateur, ouvert les fenêtres. J'avais besoin d'air, besoin d'un espace sans empreinte commune. J'ai reprogrammé le thermostat, changé le mot de passe du Wi-Fi, réorganisé les étagères. Petit geste silencieux de reprise en main. Il n'y a pas eu de deuil, juste une douleur sourde, comme un bruit de fond. Pas forte, mais constante, le genre avec lequel on apprend à vivre. Ce que nous avions n'était pas tragique, juste inachevé, négligé, usé par l'évitement et le décalage. Et alors que je trouvais un nouveau rythme, dîners en solo, week-ends tranquilles, matins sans compromis, je pensais que c'était la fin, que nous allions repartir chacun de notre côté, proprement, sans accroc. Mais certaines personnes ne savent pas partir sans emporter ce qui ne leur appartient pas. Marc n'a pas crié quand on a rompu. Il ne s'est pas battu. Mais il a oublié que le silence ne veut pas dire capitulation. Et moi, je n'oublie pas les termes que nous avions établis. C'était une vieille habitude dont je ne m'étais jamais défaite. Tout garder, reçu, confirmation, contrat. Je ne faisais pas confiance à la mémoire seule. Le papier parlait plus fort, surtout quand les gens commençaient à réécrire le passé pour leur propre confort. Alors quand j'ai retrouvé le fil d'email avec la coordinatrice du domaine, ce n'était pas par hasard. Je l'avais étiqueté MPUG mariage, info domaine. Il dormait tranquillement dans ma boîte de réception, intacte depuis le jour où j'avais transféré la confirmation d'acompte. Le message était toujours là. Objet, paiement initial reçu, confirmation en pièces jointes. J'ai cliqué. Et voilà, fichier PDF, mon nom sur le dossier, les infos bancaires masquées et la clause dont je me souvenais le mieux. Le contact principal reste responsable du solde final, sauf transfert officiel communiqué par écrit. Il n'y avait eu aucun transfert, aucune signature mise à jour, aucun formulaire soumis. J'ai téléchargé le PDF et ouvert un nouveau dossier sur mon bureau. Facture domaine. Ce n'était pas de la nostalgie, ce n'était pas le cœur brisé. C'était une affaire de responsabilité, de respect,
d'être traitée comme invisible après avoir avancé des milliers d'euros pour un rêve que je ne partageais plus. Je n'avais pas pensé au domaine depuis des mois, depuis la rupture. Il s'était fondu dans le bruit de fond de tout ce qu'on aurait dû devenir. Mais à présent, il revenait sur le devant de la scène, comme une dette que personne ne pensait devoir régler. Je n'ai pas agi tout de suite. Puis, j'ai rassemblé, fait des recherches, retrouvé le contrat original, téléchargé les conditions, surligné les clauses essentielles. Clause 7.1. Le contact principal se réserve le droit d'annuler la réservation sans remboursement si le solde n'est pas réglé avant la date limite. Clause 8.3. Toute modification du contact principal ou du payeur doit être confirmée par écrit et approuvée par les deux parties. Les deux parties, pas juste lui, pas sa mère. Moi, j'ai tout imprimé, rangé dans une chemise, cartonné, étiqueté clairement, domaine légal. Pas pour faire du théâtre, ni pour menacer, mais parce que j'avais besoin de me rappeler que ce n'était plus personnel, c'était transactionnel, comme eux m'avaient traité. J'ai ensuite appelé le domaine. Une femme polie, prénommée Claire, m'a répondu. J'ai donné mon nom, elle a confirmé. Oui, vous êtes toujours indiqué comme contact principal, a-t-elle dit. Souhaitez-vous faire un changement? Non, ai-je répondu. Je voulais juste confirmer que le solde n'a pas été réglé. Un silence, des frappes sur un clavier, puis, effectivement, le paiement final est dû demain avant 17 heures. Sinon, la réservation sera annulée. C'était tout ce qu'il me fallait entendre. Je l'ai remercié, raccroché et ajouté l'heure précise à mes notes. Le dossier était presque complet. Ils avaient organisé un mariage avec mon acompte, fait des discours, dressé des tables, envoyé des invitations sur papier de lin avec calligraphie soignée, mais ils avaient oublié un détail essentiel. Le domaine n'était pas payé en totalité, et sans ce paiement, il n'y aurait pas de mariage. Avant midi, les publications avaient commencé. Photos taguées, vidéos des coulisses, légendes dégoulinantes de joie soigneusement mises en scène. Trop hâte de célébrer l'amour. Elle rayonne. Il est l'homme le plus chanceux du monde. Je regardais la chronologie défiler depuis ma cuisine, mon café refroidissant dans la main. Je ne faisais pas défiler par rancune. Je faisais défiler comme une témoin, quelqu'un qui savait combien tout cela était emprunté, combien m'appartenait encore. Le domaine s'étendait derrière eux comme un décor de théâtre, les mêmes arcades, le même sentier de jardin sur lequel j'avais marché avec Marc en discutant de composition florale et de guirlandes lumineuses. Il avait dit qu'il voulait quelque chose de simple mais élégant. J'avais concrétisé cette vision, réservé chaque prestataire, calculé chaque budget. Porté ce projet dans des tableaux Excel et des mails envoyés à minuit, pendant qu'il flottait entre engagements flous et promesses douces, et maintenant, il le revendiquait comme s'il leur avait toujours appartenu. Elle portait un peignoir en soie blanche. Ses amis trinquaient au champagne pamplemousse. Sa mère posait dans l'entrée, le menton levé, comme si elle présidait une dynastie. Mais aucun d'eux n'avait l'air inquiet. C'est ça qui m'a frappé. Personne n'avait l'air préoccupé par le paiement. Personne ne semblait avoir lu la facture finale. Parce qu'ils ne l'avaient pas fait, j'ai regardé l'heure. 11h38. L'échéance était fixée à 17h. J'avais envoyé le mail des heures plus tôt. Un message clair, professionnel, avec pour objet « Solde final domaine, action immédiate requise ». En pièces jointes, la facture, le rappel des conditions et une ligne sans ambiguïté. Tout défaut de paiement avant l'échéance entraînera l'annulation de la réservation conformément au contrat. Pas de drame, aucune pique personnelle, juste des affaires. J'avais inclus Marc, sa mère, la coordinatrice du domaine. Personne n'avait répondu, et cela ne m'étonnait pas. Ils avaient toujours préféré le silence à l'affrontement. Préféré croire que si l'on ignorait assez longtemps l'inconfort, il finirait par disparaître. Mais pas cette fois. Je me suis reculée et j'ai regardé par la fenêtre. Le ciel était dégagé, pas un nuage, pas de vent, un jour parfait pour un mariage. À moins que le domaine ne reste fermé,
à moins que les chaises restent empilées, que les lumières ne s'allument pas, que la musique ne démarre jamais. Je les imaginais se préparer, confiants à crédit, sa robe ajustée, ses boutons de manchette en place, les photos déjà en boîte. Pendant ce temps, le domaine restait impayé, une horloge invisible battant juste sous la surface. C'est ça, le problème des apparences. Elles ne tiennent que si on cache bien les fondations. Et moi, j'avais tiré le rideau. Il n'y avait pas de vengeance là-dedans, aucun numéro à jouer. Juste une promesse tenue à moi-même. Je ne financerai plus jamais des rêves dont je ne fais pas partie. Ils avaient naissent les fleurs, le gâteau, les discours rédigés. Mais la seule chose qu'ils n'avaient pas, la seule dont ils avaient besoin, c'était mon consentement. Et sans cela, tout ce qu'ils avaient, c'était une date sur un calendrier et une scène empruntée. J'ai relu le contrat. Pas par doute, mais pour être sûr. Clause après clause, chacune soulignée dans la copie imprimée posée sur mon bureau. Le langage était sec, juridique, impersonnel. Mais le sens était limpide. Tout défaut de paiement avant la date limite entraîne la perte de la réservation. Aucun remboursement, aucun report, aucune exception. Je me souvenais encore de moi, assise dans le bureau du domaine il y a des mois. Plafond haut, odeur de peinture fraîche flottant dans l'air. La coordinatrice m'avait expliqué chaque page. J'avais paraphé chaque ligne, signé chaque document. À l'époque, cela ressemblait à une étape de préparation. Aujourd'hui, c'était une pièce à conviction. Ils avaient jusqu'à 17 heures. J'ai rédigé l'email d'une traite. Pas de brouillon, pas d'hésitation, juste les mots nécessaires. A. Marc Chevalier, Évelyne Chevalier, CC. Claire Renard, coordinatrice domaine. Objet. Solde final domaine. Action immédiate requise. Bonjour Marc, bonjour Évelyne. Ceci constitue un avis formel concernant le solde impayé de la réservation du domaine de la terrasse d'Elden prévu pour demain. En tant que contact principal figurant dans le dossier, je suis tenu de garantir la réception du paiement final avant l'échéance fixée à 17 heures aujourd'hui. Veuillez noter qu'en vertu du contrat signé, le non-paiement du solde entraînera l'annulation de la réservation sans remboursement ni report. Cette clause a été clairement présentée lors de la réservation. Vous trouverez en pièce jointe la facture originale ainsi que les extraits du contrat pour référence. Cordialement, Jasmine Roux. J'ai joint les documents, vérifié les adresses, cliqué sur « Envoyer ». Le silence qui a suivi était volontaire. Je n'ai pas actualisé ma boîte. Je n'ai pas cherché d'accusé de lecture. Je suis retournée à mon thé, laissé infuser trop longtemps, laissant la journée suivre son cours sans interruption. Ce n'était pas une menace, c'était une responsabilité. S'était appuyé sur mon nom, mon silence, ma tendance à préserver la paix. Marc avait toujours supposé que je ne ferais pas de vagues, que j'encaisserais en silence pendant qu'ils bâtissaient leur nouveau départ sur mes contributions passées, jamais reconnues. Mais le silence n'est pas un accord. Et quand on fait de vous le pilier financier d'un rêve, on oublie que vous pourriez vous en souvenir. Le téléphone n'a pas sonné, aucun message. Le groupe de discussion, celui duquel je n'avais jamais été retiré, a vibré avec une photo des demoiselles d'honneur tenant des sacs cadeaux et riant. La légende disait « Dernier préparatif bouclé, place à la détente ». Ça aurait pu me faire rire si ce n'était pas si familier. Ce calme propre à ceux qui pensent que quelqu'un d'autre va gérer le désordre, qui croient que les détails n'ont pas d'importance tant que les photos sont belles. Mais cette fois, les détails m'appartenaient. Les termes n'étaient pas émotionnels. Ils étaient imprimés, signés, archivés. Et si à 17 heures le paiement n'avait pas été effectué, la réservation disparaîtrait comme si elle ne leur avait jamais appartenu. Parce qu'en réalité, elle ne leur avait jamais appartenu. Elle était à moi, jusqu'à preuve du contraire. L'après-midi s'est écoulé lentement, pas d'une lenteur oisive ou vague, mais avec intention, comme le tic-tac d'un minuteur qu'on entend toujours, même lorsqu'on fait semblant de ne pas l'entendre. J'ai poursuivi ma journée comme d'habitude, plié le linge, trié ma boîte mail, arrosé les succulentes tata près de la fenêtre,
Chaque tâche était petite, volontaire, ancrée, le genre de routine qui rappelle à vos nerfs qu'ils n'ont pas leur place ici. Mais mes yeux revenaient sans cesse vers l'horloge. 15h17. Aucun paiement. Aucune réponse. Je me suis connectée au portail du domaine et j'ai vérifié le compte une nouvelle fois. Le solde restait en rouge. 9 450 € restants. J'ai actualisé la page une seule fois. Juste une. Puis, j'ai fermé l'onglet. Ils avaient encore du temps. Ce qu'ils n'avaient pas, c'était la conscience. Ou peut-être l'avaient-ils et préféraient le déni. Ça ne m'aurait pas surprise. Marc avait toujours compté sur son charme pour gagner du temps et sa mère sur son statut pour éviter les questions. Il pensait que les règles étaient des suggestions, que les systèmes cédaient devant les bonnes intentions, mais il ne s'agissait pas d'intention, il s'agissait de paiement. J'ai rouvert l'email que j'avais envoyé le matin. Pas d'erreur, pas d'ambiguïté. L'objet à lui seul suffisait à glacer n'importe quel organisateur expérimenté. Tout avait été fait dans les règles. J'ai regardé par la fenêtre, le ciel s'assombrissait doucement, glissant vers le crépuscule. Quelque part dans la ville, ils étaient probablement en train de repasser des robes, recharger des téléphones, boucler des mèches, sourire pour des selfies, totalement inconscients que la scène sur laquelle ils construisaient leur conte de fées reposait sur une facture impayée. 16h12, j'ai versé une nouvelle tasse de thé. Cette fois, je l'ai bu chaude, posément, sans sucre. 16h29, toujours rien. Ce n'était pas une vengeance. Je me le rappelais sans cesse. Ce n'était pas une riposte à la rupture ni à l'effacement. Ce n'était même pas à cause des mots de sa mère. C'était une limite. Le moment de réclamer une dette que personne d'autre ne voulait reconnaître. 16h42. J'ai replacé la chemise cartonnée contenant le contrat et les reçus dans mon tiroir. Pas verrouillé, juste classé. Comme on archive une preuve après avoir présenté son dossier. 16h55. J'ai rouvert le site du domaine. J'ai observé les secondes s'égrener sur la page de confirmation. 17h. Aucun paiement. Je me suis adossée à ma chaise, les épaules relâchées. Il n'y a pas eu d'alerte, pas de message dramatique. Juste une note discrète en haut de l'écran. Statut, réservation annulée pour défaut de paiement. Voilà, pas d'appel, pas de sauvetage de dernière minute, juste une expiration silencieuse. J'ai fermé le navigateur et expiré lentement. Il ne s'attendait pas à ce que j'aille jusqu'au bout. Mais les mariages bâtis sur des promesses impayées ne commencent vraiment pas par un pour toujours. Ils se terminent dans le silence. Et cette fois, le silence était à moi. Je ne lui ai pas envoyé de message, pas de relance. Je ne lui ai pas demandé s'il avait vu l'email. Je n'ai pas contacté sa mère non plus. Il n'y avait aucun plaisir à chercher la confrontation, aucun besoin d'entendre des excuses que je pouvais déjà réciter par cœur. À la place, j'ai laissé le silence s'installer, ferme, inébranlable. La soirée s'est déroulée sans interruption. J'ai lu quelques chapitres d'un vieux roman, mangé des restes, pris une longue douche. Des choses simples, intentionnelles. J'avais laissé mon téléphone dans le salon tout ce temps-là. Je savais ce qui se passait de leur côté, ou du moins, je pouvais l'imaginer. La première vague de confusion quand la coordinatrice a appelé. L'incrédulité, l'urgence dans leur voix en réalisant que le domaine n'avait pas été ouvert, que le personnel n'était pas arrivé, que les lumières restaient éteintes. Puis la panique. Appel passé, mail vérifié, accusation lancée, et enfin, la prise de conscience. Ils n'avaient non pas payé. Et pire encore, ils n'avaient plus le contrôle. J'ai bien dormi cette nuit-là, pas parce que j'étais fière de ce qui s'était passé, mais parce que je savais que c'était juste, équitable, une forme de justice qui n'a pas besoin d'applaudissements pour exister pleinement. Le lendemain matin, le premier message est arrivé à 7h13. Marc. Pas de salutation. Juste « Tu as fait quelque chose au domaine? » J'ai fixé l'écran un moment, puis je l'ai verrouillé à nouveau sans répondre. À 7h32, un autre. Ils disent que la réservation a été annulée. Qu'est-ce qui se passe? Toujours rien de ma part, parce que la réponse était déjà écrite.
Elle avait été envoyée dans un email horodaté avec les conditions en pièces jointes et une échéance clairement indiquée. Je n'allais pas expliquer l'évidence à un homme qui n'avait jamais pris la peine de lire les petites lignes. À 8h05, sa mère s'est manifestée à son tour. Un message vocal, sa voix sèche et tendue. « Jasmine, c'est puéril. Si tu avais un souci, tu aurais pu venir nous en parler. On aurait trouvé une solution. Mais ça, c'est mesquin. » Je l'ai écouté une fois, sans réagir, puis supprimé. Il n'avait pas compris. Ce n'était pas une crise, ce n'était pas un dernier souffle de rancune. C'était de la structure, une cause, une conséquence, une suite d'événements déclenchés par une seule hypothèse, que je ne les tiendrais pas responsables. À midi, la cérémonie aurait dû commencer. À la place, mon téléphone s'est resté silencieux. Aucune excuse, aucune tentative de compréhension, juste du blâme, à peine voilé et mal dirigé. Ils avaient oublié l'essentiel. Que la base de tout, d'un événement, d'une relation, c'est l'accord. Et je n'avais jamais donné le mien. J'avais payé pour le domaine. Je l'avais signé, porté. Et au moment venu, je n'ai demandé qu'une chose, une clôture, pas émotionnelle, financière, concrète. Ils ont choisi de ne pas répondre. Et le domaine a choisi de ne pas ouvrir. Après le dernier message vocal, tout s'est figé. Plus de textos, plus d'appels. Juste le silence, celui qui pèse lourd après une tempête. Pas la paix, exactement, plutôt une phase de réajustement, comme si chacun tentait de réécrire l'histoire, maintenant que la version originale s'était effondrée. Je n'avais pas besoin de me demander ce qu'il racontait. Je savais. Elle a exagéré. Elle voulait attirer l'attention. Elle n'a jamais tourné la page. Elle a gâché une journée spéciale par rancune. Mais ce qu'aucun d'eux n'oserait admettre, ni à l'autre, ni à eux-mêmes, c'est la seule chose qui comptait. La facture n'avait pas été réglée. Il n'y avait pas de vengeance, pas de malveillance, juste de la responsabilité. Et maintenant que les conséquences étaient arrivées, ils étaient figés de stupeur, parce qu'ils ne les avaient jamais imaginés vêtus de formalités et de droits. Ils s'attendaient à une scène, du drame, de l'émotion qu'ils pourraient balayer d'un revers de main. À la place, ils ont reçu des mails d'annulation. Ils ont trouvé un domaine fermé derrière des grilles en fer forgé et une signature qu'aucune larme ni reproche ne pouvait effacer. Cet après-midi-là, je suis sortie marcher. Rien de très loin. Quelques rues dans mon quartier, en passant devant le café où j'attendais Marc le vendredi soir, quand il disait qu'il allait arriver en retard. L'air était frais, les feuilles bruissaient sous mes pas. Je n'ai pas écouté de musique. Je n'ai appelé personne. J'ai juste marché. En rentrant, j'ai préparé du thé, ouvert mon ordinateur portable, jeté un œil à ma boîte mail. Rien de nouveau. Juste une confirmation du domaine. Statut de réservation officiellement clôturé. Aucun remboursement applicable. Je l'ai imprimé. 3 trous, classés dans le dossier. Le silence n'avait jamais été le but, mais il était devenu la déclaration. Ils avaient ignoré le premier message, renié la possibilité, raté l'échéance. Et maintenant, ils étaient prisonniers de l'écho de leur propre arrogance. Ce qui les avait sidérés, ce n'était pas la conséquence. C'était que la conséquence vienne de moi. La discrète, la patiente, celle qui payait toujours à temps et ne haussait jamais le ton, celle qui souriait malgré leur jugement, organisait leur dîner, versait leur vin. Ils avaient pris ma douceur pour de la faiblesse, mon sens de l'ordre pour de la passivité. Mais le silence n'est pas une reddition. Parfois, c'est une stratégie. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils comprennent. Pas vraiment. Comprendre exige de la responsabilité, et ils n'étaient pas faits pour ça. Ce que j'attendais, c'était la distance, et enfin, je l'avais obtenue. Ils parleraient, entre eux, à leurs amis, peut-être même à des gens que je connais, mais je ne répondrais pas, ni aux spéculations, ni aux reproches, parce que les faits étaient déjà là, classés, horodatés, archivés. La porte s'était refermée. Je ne l'avais pas claquée.
Je ne l'avais pas verrouillée dans un élan de rage. Je m'étais simplement éloignée après m'être assurée qu'elle ne pourrait plus jamais se rouvrir derrière moi. Au matin suivant, le silence s'est fissuré. La première brèche est venue d'un ami commun. Un message qui disait « C'est vrai que tu as annulé le domaine? » Pas de ponctuation, pas de chaleur, juste de l'incrédulité taillée en accusation. Je n'ai pas répondu. 1 heure plus tard, un autre message. Ils disent que tu les as pris de court, qu'ils n'étaient au courant de rien. Ce passage-là a failli me faire rire. Parce que c'est toujours la même histoire, non? Ceux qui ignorent les échéances, sautent les étapes, fuient la responsabilité, ce sont eux qui se disent pris au dépourvu quand les conséquences tombent. Ils prennent des avertissements pour du bruit de phare au fond, traitent le silence comme une absence et se disent choqués quand la structure s'écroule. Vers midi, les rumeurs s'étaient propagées. Contacts communs, connaissances, même d'anciens collègues se sont mis à liker d'anciennes photos, à commenter mes stories avec des emojis ambigus ou des remarques passives. Certains fouillaient, cherchaient un camp, tentaient de deviner quelle version de l'histoire était la plus sûre à soutenir. Mais je n'étais pas intéressée par la version publique. Moi, ce qui m'intéressait, c'était la vérité. Et la vérité était simple. La réservation était à mon nom. La facture n'était pas réglée, l'échéance était dépassée, l'annulation était automatique selon le contrat. Tout le reste n'était que bruit. Marc a finalement rompu le silence cet après-midi-là, avec un message plus long que tout ce qu'il m'avait écrit depuis notre rupture. Tu aurais pu nous parler, on allait régler ça. Tu n'étais pas obligé de nous humilier comme ça. OK, t'as fait passer ton message, mais maintenant, les gens posent des questions. C'est vraiment ce que tu veux? Je l'ai relu 2 fois. Pas pour le sens, pour le ton, humilié. C'était ce mot-là qui restait. Pas injuste, pas erreur. Juste humilié. Parce que tout tournait autour de ça. Pas de l'argent, pas du mariage, mais de la honte. Être tenu responsable d'une manière qui ne pouvait pas être atténuée par le charme ou les excuses. Ils n'étaient pas en colère contre ce que j'avais fait. Ils étaient en colère que ça ait marché. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement enregistré le message, l'ai imprimé, puis ajouté au dossier. Pas par vengeance. Pour les archives. Que l'histoire se raconte seule, mot pour mot, dans sa propre voix. Ce soir-là, une amie m'a envoyé une capture d'écran d'un post de sa mère. Une longue légende sous une photo en noir et blanc de Marc, seule, debout près d'une arche florale qui n'a jamais été utilisée. Elle parlait de résilience, de déception et de ces gens qui n'ont pas la grâce de lâcher prise. J'ai fermé la capture sans finir de lire, parce que la grâce, ce n'est pas se laisser utiliser. Et lâcher prise, c'est refuser de porter le poids des fuites d'un autre. Ils avaient passé tant de temps à faire comme si je n'existais pas. Mais quand le domaine n'a pas ouvert, que la musique n'a jamais commencé et que les invités se sont tournés les uns vers les autres, confus, cette absence-là a parlé plus fort que n'importe quel discours que j'aurais pu faire. Et, pour une fois, ils ont dû écouter. J'ai attendu jusqu'au soir. Les messages ont continué toute la journée, tons variés, émotions superposées, mais une seule question en boucle. Pourquoi tu as fait ça? À 18h47, j'ai répondu. Pas par un appel, pas par des excuses, juste un email. Objet, solde final, pièce justificative. Pas de formule de politesse, pas d'explication, juste 3 pièces jointes. Le contrat de réservation original, signé et daté, avec mon nom comme seul contact principal. La facture impayée, marquée en retard. Et la copie de l'email que j'avais envoyé la veille du mariage, avec pour objet solde final domaine, action immédiate requise. Je l'ai envoyé à Marc et à sa mère. En copie, une fois de plus, la coordinatrice du domaine. Aucun mot en plus, aucune colère, juste les faits. Il n'a fallu que 5 minutes pour que Marc réponde. Un message bref, défensif, enveloppé dans une fausse surprise. Tu savais qu'on se mariait, tu aurais pu nous rappeler. On dirait que tu l'as fait exprès. Je n'ai pas répondu.
Les justificatifs disaient déjà tout ce qu'il y avait à dire. Ce qu'il ressentait, ce n'était pas de la trahison. C'était de la clarté, une clarté inévitable, datée, contractuelle. Le genre qu'on ne peut pas minimiser ni réécrire. Le genre qui se moque des intentions. Ils n'étaient pas en colère parce que j'avais annulé la réservation. Ils étaient en colère parce que j'en avais le droit. En colère que les documents tiennent face à l'examen. En colère que l'image qu'ils avaient soigneusement construite, celle d'une sortie élégante, d'une rupture propre, d'un nouveau départ parfaitement orchestré, a été réduite à néant par un simple fait. Ils n'avaient pas payé la facture. Et je n'étais plus là pour réparer à leur place. J'ai regardé les accusés de lecture s'afficher, observé le silence s'étirer entre chaque réponse. Il n'y a eu ni excuse, ni reconnaissance, juste de la frustration déguisée en incompréhension, toujours en train de chercher un moyen de faire passer cela pour ma faute. Mais une faute suppose une négligence. Et ce que j'avais fait, c'était tout le contraire. J'avais suivi la procédure, protégé mes arrières, respecté le contrat bien plus qu'ils n'avaient respecté ma contribution. À 20h23, j'ai reçu une dernière réponse de sa mère. « On ne pensait pas que tu irais jusqu'au bout. C'est fou à quel point tu peux être froide. » J'ai laissé les mots en suspens, pas parce qu'ils faisaient mal, mais parce qu'ils prouvaient exactement ce que je dénonçais. Ils n'avaient jamais cru que j'allais agir. Ils avaient confondu maîtrise de soi avec douceur, limite avec amertume. Ils avaient cru que le silence valait consentement. Et maintenant, face au poids de la responsabilité, ils tentaient encore une fois de réécrire l'histoire, en se peignant en victime d'une femme qui avait simplement refusé d'être effacée. J'ai fermé ma boîte mail pour la nuit, classé les messages du jour avec le reste des preuves. Puis, j'ai éteint les lumières, préparé une tasse de thé et me suis assise dans le calme. Qu'ils réécrivent la version qui leur convient, celle qui apaise leur orgueil. Mais les reçus, eux, n'avaient pas besoin d'être réécrits. Il suffisait de les lire. Sa voix est arrivée par vagues tranchantes. Je n'ai pas décroché quand elle a appelé. J'ai laissé filer vers la messagerie, 2 fois. À la 3e tentative, elle a laissé un message. Je l'ai écouté une fois, seule dans ma cuisine, les stores tirés, une pluie légère tambourinant contre la fenêtre. « Jasmine, commença-t-elle, déjà essoufflée, c'est impensable. Tu as dépassé les bornes. Tu te rends compte de ce que tu as fait? C'était censé être un jour sacré, un événement familial, et tu en as fait un spectacle. » Ces mots déferlaient, cassants et pressés, comme du verre roulant sur du carrelage. Il n'y avait plus de grâce dans sa voix, plus de supériorité voilée, juste une colère brute, sans filtre. Il fallait toujours que tout tourne autour de toi. C'est ça, alors? Un coup d'éclat? Eh bien, bravo, Jasmine, tu l'as eu ton moment. Je suis restée immobile, le téléphone collé à l'oreille, sans réaction, sans prendre de notes, juste à l'écoute. « J'espère que tu es fière de toi, » dit-elle pour conclure. Bip, c'était tout. J'ai réécouté le message plus tard dans la soirée, non pour les mots, mais pour le ton. Ses paroles ne portaient pas le deuil. Elles portaient non à la panique, la perte de contrôle qui lui glissait des doigts. Elle ne pleurait pas le mariage. Elle pleurait l'effondrement de l'illusion, celle où rien ne pouvait ternir l'image parfaite de sa famille. Mais je n'avais rien brisé. J'avais simplement cessé de tout porter. Ce qu'ils n'ont jamais compris, ce qu'elle, surtout, a toujours refusé de voir, c'est que mon silence était un choix, un respect, pas une faiblesse. Que chaque fois où j'encaissais ses remarques, chaque sourire en réponse à sa condescendance, c'était de la retenue. Et la retenue a ses limites, c'est sa voix, plus que tout, qui a tracé la ligne. Pas seulement la rage, mais ce qu'elle cachait, l'arrogance. La conviction que je leur devais une sortie en douceur, une grâce imméritée, même après avoir été effacée de l'histoire que j'avais contribué à bâtir. Ce message ne m'a pas blessée, il m'a éclairée. Elle n'était pas en colère à cause de la perte du domaine. Elle était en colère parce que sa narration avait été interrompue, parce que je ne m'étais pas effacée en silence,
parce que je n'avais pas joué le rôle qu'elle m'avait assigné, celui de la fille pas faite pour être une épouse et qui aurait dû se contenter des miettes de proximité. Maintenant, elle se retrouvait avec un mariage annulé, une boîte mail remplie de questions et une liste d'invités qui se demandaient pourquoi l'événement de la saison n'avait jamais eu lieu. Et tout ce que j'avais fait, c'était respecter l'accord, rien de plus. Pas de vengeance, pas de spectacle, juste un nom sur un contrat, un solde impayé et le silence qui suit la vérité. Ils ont vu la fin. Ça, c'est certain. Ils ont vu les grilles fermées, les invités désorientés, le photographe qui rangeait son matériel sans avoir pris une seule photo. Ils ont vu les conséquences, l'effondrement, le vide là où les vœux auraient dû résonner. Mais ils n'ont jamais vu le début. Ils n'ont pas vu les mardis soirs que j'ai passés à comparer les options d'éclairage, les appels aux prestataires pendant ma pause déjeuner, le tableau budgétaire que je mettais à jour religieusement, codé par couleur et annoté de remarques que Marc n'a jamais lues. Ils n'ont pas vu comment j'analysais les compositions florales pour correspondre au goût de sa mère, même quand ils heurtaient les miens. Le week-end que j'ai annulé pour rencontrer seule la coordinatrice du domaine parce que Marc avait oublié le rendez-vous. Ils n'ont pas vu le soin derrière chaque choix, le poids des efforts restés invisibles, ignorés, jamais reconnus. Ils n'ont pas vu la version de moi qui donnait d'abord, qui faisait des compromis, qui avait confiance. Je me souviens du jour où j'ai visité ce domaine pour la première fois. Il pleuvinait, une brume légère, presque imperceptible, mais la terrasse brillait. Le lierre le long des murs scintillait, l'ardoise au sol était lisse et propre. Je me souviens avoir pensé « C'est ici, c'est là que tout commencera ». Marc avait hoché la tête, distrait, souri avant de dire « Oui, c'est pas mal », tout en revenant à l'email qu'il tapait sur son téléphone. Mais moi, je l'avais déjà visualisé. J'y voyais les tables, les guirlandes lumineuses, la musique qui s'élèverait au fil de la nuit. Je voyais les invités, la danse, les discours. Je voyais un avenir qui n'a jamais dépassé ce jour de pluie fine. Et quand j'ai payé la compte, je l'ai fait avec la certitude que nous construisions quelque chose ensemble, que mon investissement était une fondation. À la place, il est devenu une note en bas de page, une ligne oubliée sur une facture oubliée. Ils ont quand même construit dessus, ont tout planifié sans reconnaissance, ont pris cette vision et repeint par-dessus les parties qui ne leur convenaient pas. Mais on ne peut pas réécrire une propriété avec des suppositions. On ne peut pas effacer un nom d'un contrat en prétendant qu'il n'a jamais compté. Et on ne peut pas utiliser le silence de quelqu'un comme approbation. Ce qu'ils n'ont jamais vu, ce qu'ils ont refusé de voir, c'est tout ce que j'avais déjà donné. Pas seulement de l'argent, pas seulement du temps, mais de la grâce, de l'espace, toutes les occasions de régler ça avec dignité, jusqu'au tout dernier moment. Quand l'échéance est passée, que le domaine a fermé et que toutes les illusions se sont effondrées dans le calme d'une conséquence inévitable, ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils se sont retournés. Pas pour comprendre, mais pour chercher un coupable. Parce que la vérité était trop dérangeante pour être nommée, ils n'ont jamais payé, ils n'ont jamais demandé, ils n'ont jamais imaginé que je tiendrais ma position, et tout ce qu'ils ont vu, c'est ce qui s'est passé après que la porte s'est refermée. Mais moi, je me souviens de ce qu'il a fallu pour bâtir cette pièce. Je suis passée devant le domaine le lendemain du jour où le mariage aurait dû avoir lieu. Il était début d'après-midi. Le soleil était haut, net, projetant des ombres nettes sur les trottoirs. Je ne comptais pas y aller. Je faisais des courses, récupérais du pressing, passais à l'épicerie. Mais mon itinéraire m'a fait longer la terrasse d'Elden comme un défi discret. Le portail était fermé, pas de ruban, pas de fleurs, pas de musique. Juste le silence. Je me suis garée sur un petit parking à proximité, sortie de la voiture et suis restée de l'autre côté de la rue. Le bâtiment paraissait plus petit, étrangement, moins imposant sans la foule qu'il était censé accueillir. L'entrée voûtée où les invités devaient se rassembler était nue. La terrasse, où ils avaient sans doute imaginé les vœux et les photos, était vide. Je suis restée là un moment, pas par nostalgie, pas par rancune, juste dans l'immobilité. Il n'y avait
aucune joie dans ce qui s'était passé, aucun sentiment de victoire, juste un sentiment de clôture, du genre qui n'a pas besoin d'applaudissements ni de reconnaissance. J'ai pensé à Marc, à la façon dont il s'était tenu là, à cet endroit précis, indiquant où suspendre les guirlandes d'or lumineuses, où placer le DJ. Son enthousiasme avait toujours semblé sincère. Mais tout comme son oubli, cette manie de disparaître dès que la responsabilité pointait le bout du nez, et maintenant, avec tout annulé, il ne lui restait qu'un récit sans cérémonie. Une journée censée être festive, réduite à des appels et des explications. Et toujours, il ne faisait pas la différence entre perte et conséquence. J'ai traversé la rue et me suis approchée du portail. Le cadenas brillait au soleil. Derrière, quelques feuilles roulaient sur les pierres. Il n'y avait aucune trace de ce qui aurait pu être, aucun signe de leur presque mariage. On aurait dit que rien n'avait jamais été prévu ici. Je ne me suis pas attardée. Je ne cherchais pas de clôture. Je n'étais pas venue rassembler des morceaux ou adoucir les contours. Il n'y avait plus rien à réparer. Certaines histoires ne nécessitent pas de conversation finale. Certaines fins n'ont pas besoin de dialogue, elles ont juste besoin de distance. Et le silence, quand il est choisi et non imposé, peut être la forme la plus nette de conclusion. Sur le chemin du retour vers la voiture, j'ai croisé une femme qui balayait l'entrée d'un fleuriste voisin. Elle m'a regardée, a hoché la tête, puis est retournée à son balai sans un mot. Le monde avait déjà tourné la page. Et moi aussi. De retour chez moi, j'ai posé mes clés sur la table et ouvert un nouveau dossier. Pas pour Marc, pas pour le mariage, pour autre chose. Quelque chose qui restait à écrire. Il n'y aurait plus de réponse, plus de justification, pas de dernier appel pour recoller ce qu'ils avaient brisé. Ils ont eu leur moment, leur décision, leur silence, et moi, j'ai eu le mien. Je n'avais pas besoin de clôture, parce que la porte ne s'est pas fermée toute seule. C'est moi qui l'ai fermée, moi-même. Les conséquences sont rarement bruyantes. Elles n'arrivent pas toujours avec des sirènes ou des cris. Parfois, elles prennent la forme du silence, de portes qui ne s'ouvrent pas, d'événements qui ne commencent jamais, d'une simple ligne dans un email. Réservation annulée pour défaut de paiement. C'est ce qu'ils ont reçu. Pas un scandale, pas une vengeance, juste la fin d'une transaction qu'ils ont ignorée. Il leur serait plus facile de dire que c'était par rancune, de prétendre que j'ai agi par jalousie ou orgueil blessé, que j'ai saboté leur moment, parce qu'accepter la vérité, ce serait se regarder dans un miroir qu'ils évitent depuis des années, mais la vérité n'est pas insaisissable. Elle est écrite dans les reçus, dans les contrats, dans les échéances ignorées. Ils n'ont pas payé, ils n'ont pas demandé, ils n'ont pas prévu de consolider la base sur laquelle ils se reposaient. Je n'ai retiré que ce qu'ils avaient laissé à l'abandon. Marc m'a dit un jour que j'étais trop méticuleuse, que je planifiais comme si j'essayais de déjouer la vie. Il l'a dit comme si c'était un défaut, comme si la préparation érigeait un mur entre moi et la spontanéité. Mais ce qu'il n'a jamais compris, c'est que la préparation, c'est une forme de soin, du soin pour ce que l'on construit, du soin pour les personnes qu'on implique, du soin dans la manière de porter ce que d'autres traitent comme de l'air. Alors, lorsque j'ai fait, respecter l'échéance, ce n'était pas une punition, c'était un hommage aux soins que j'avais apportés, l'acompte, l'organisation, la patience. Tout cela méritait reconnaissance. Et face à son absence, j'ai retiré ma présence. Pas ma voix, pas ma colère, juste la part de moi qui faisait que les choses fonctionnaient dans l'ombre. J'ai laissé le système parler. Ils ont qualifié ça de cruauté, m'ont dit calculatrice. Mais ce n'est qu'une projection. Ce qu'ils ont ressenti, ce n'était pas de la cruauté, c'était une conséquence, du genre qu'ils n'avaient jamais imaginé tomber, du genre qu'ils ne s'attendaient pas à recevoir de la part de quelqu'un qui ne hausse pas le ton. C'est facile de sous-estimer quelqu'un qui ne cherche pas la lumière. D'oublier le pouvoir de ceux qui travaillent en silence, avec rigueur, sans éclat. Mais le pouvoir ne dépend pas du volume, il dépend du moment, et j'avais attendu assez longtemps. Il y a quelque chose de poétique là-dedans, pas de dramatique,
Pas de cinématographique, juste de propre, de vrai. La certitude d'avoir agi, non par impulsion, mais par résolution, d'avoir laissé les gens se montrer tels qu'ils étaient et d'avoir pris ses décisions en conséquence. Ce que j'ai récupéré n'était pas juste de l'argent, c'était mon pouvoir d'agir. Le droit de dire non, le droit d'imposer des conditions, le droit d'être vu autrement que comme une étape sur le chemin de quelqu'un d'autre. Et cette clarté, c'est ça, le vrai cadeau. Pas les retombées, pas leur malaise, mais la paix qui a suivi, la certitude calme, inébranlable, que je n'avais plus rien à prouver. Ils passeront à autre chose, reconstruiront, réécriront leur version. Mais moi, je resterai ancré, parce que je ne leur ai rien pris. J'ai simplement arrêté de donner. C'est arrivé à 9h02 un lundi matin. L'objet de l'email était banal. Mise à jour du dossier domaine. Mais le contenu, lui, était définitif. Le message, bref et précis, confirmait tout ce que je savais déjà. La réservation avait été formellement clôturée. Le solde n'avait jamais été réglé. La date avait été libérée. Aucun report autorisé. Le dossier avait été marqué comme terminé. Aucun drame. Aucun commentaire. Juste de la procédure. Je l'ai lu une fois, puis je l'ai imprimé. 3 perforations, glissées dans la chemise derrière la facture finale et la confirmation d'annulation, la toute dernière page. J'ai refermé la chemise lentement, passé la paume de ma main sur la couverture. Elle n'était pas épaisse, une douzaine de feuillets à peine, mais elle pesait lourd. Pas par le papier, par la clarté. Voilà à quoi ressemble une résolution. Pas une confrontation, pas un discours, pas une scène finale avec cris et effondrements émotionnels. Juste des faits. Finalisés. Je suis restée debout devant la fenêtre de ma cuisine, une tasse de thé à la main, la chemise posée sur le comptoir à côté de moi. Dehors, la rue s'animait déjà. Des passants, des vélos zigzagant dans la circulation, la ville bourdonnant dans son élan habituel. Quelque part, à l'autre bout de Paris, Marc faisait probablement la même chose. Versait son café, vérifiait ses messages, essayait de faire comme si le week-end n'avait pas fait éclater l'image qu'il s'était construite. Peut-être que sa mère appelait encore des prestataires, réinventant des histoires de météo capricieuses ou d'erreurs de planning. Qu'ils le fassent. S'ils ont besoin de se raconter ça, libre à eux. Mais l'histoire entre mes mains, celle imprimée, horodatée, classée, ce n'était pas une version. C'était la vérité, et je n'avais pas besoin de la partager. Je n'ai pas transféré l'email. Je n'ai pas répondu par un mot final. Aucun besoin. Certaines vérités ne demandent pas de mise en scène, elles demandent juste de l'espace. J'ai rangé la chemise dans mon classeur. Pas devant, pas en évidence, juste à sa place. Étiquetée, complète, ce n'était pas un trophée, pas une arme, c'était une trace. Une preuve de ce qui se passe quand on arrête de laisser les autres emprunter votre silence sans contrepartie. Il n'y avait pas de satisfaction, juste du calme. Comme quand on referme un livre qu'on ne relira jamais. Non pas parce qu'il fait mal, mais parce que la fin vous a appris ce que vous deviez comprendre. J'ai regardé la ville une dernière fois avant d'éteindre la lumière et de quitter la cuisine. Une notification discrète a vibré sur mon téléphone pendant que je m'éloignais. Une alerte de la banque. De routine, sans importance. Je ne l'ai pas ouverte. Je n'en avais pas besoin. Le compte était clos, le dossier terminé, et pour la première fois depuis longtemps, il n'y avait plus rien à réparer. La phrase avait résonné pendant des mois. Pas faite pour être une épouse. Elle l'avait dit avec un petit sourire, comme si elle m'offrait un compliment. Trop subtil pour que je puisse le comprendre. Comme si être trop compétente était un défaut. Comme si savoir protéger mon temps, mon argent, mon énergie me rendait moins digne de permanence. Mais maintenant, avec le dossier archivé, le bruit derrière moi et le chemin devant enfin dégagé, j'ai compris ce qu'elle voulait dire. Dans ses yeux, être une épouse, c'était être obéissante. C'était de la soumission déguisée en grâce. Dire oui sans questionner, soutenir sans limite,
donner sans jamais rien attendre en retour, connaître sa place dans l'histoire de quelqu'un d'autre et y rester en silence pendant qu'il construisait autour de vous. Et je n'ai jamais correspondu à ce modèle. Je planifiais, j'organisais, je gardais des traces, je me souvenais de ce que les autres oubliaient, je remarquais ce qui n'était pas dit et je ne le laissais pas toujours passer. Je faisais de la place aux autres jusqu'à ce qu'ils finissent par croire que cet espace leur appartenait de droit. Je n'ai jamais été la femme qui supplie pour de l'amour. J'ai simplement demandé un vrai partenariat. Et quand il n'est pas venu, j'ai laissé la porte ouverte juste assez longtemps pour que la clarté entre. C'est ce qu'ils m'ont pris, ce n'était pas seulement un domaine ou un solde. C'était la conviction que je pouvais être réécrite, qu'on pouvait m'effacer de mes propres contributions tout en attendant que j'applaudisse depuis les coulisses. Mais je ne suis pas restée là. J'ai repris les termes, j'ai protégé ce que j'avais financé et je l'ai fait sans crier, parce que la force ne se manifeste pas toujours en rugissant. Parfois, elle se résume à une décision nette quand tout le monde s'attend à ce que vous restiez assise. Je repensais au visage de Marc ce jour-là, au café, ce sourire qui s'était figé quand il avait compris que les documents étaient réels, que les preuves étaient là depuis le début, et qu'il n'avait jamais cru que je les utiliserais. Ce n'était pas une histoire d'argent, c'était l'illusion du contrôle qui se brisait, parce que l'histoire qu'il se racontait, sur moi, sur nous, ne tenait que si je restais silencieuse, mais j'avais parlé, pas avec colère, pas avec excuse, avec des actes. Je me suis tenue au bord de ce chapitre, et je n'ai pas bronché, et peut-être qu'à leurs yeux, cela faisait de moi quelqu'un de dur, d'impitoyable, de froide, mais à mes yeux, cela faisait de moi quelqu'un de complète, parce que je n'ai jamais été trop, j'étais juste trop claire. Et au moment où j'ai arrêté de justifier la négligence des autres, tout s'est mis au point. Être une épouse ne devrait pas rimer avec faiblesse. C'est connaître sa valeur, même quand les autres font semblant de ne pas la voir. C'est refuser de disparaître en silence. C'est choisir de se choisir, entièrement. Je n'ai jamais été le mauvais matériau, c'est eux qui construisaient du temporaire. Et moi, j'étais faite pour durer.